à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette 7e présentation du cycle de conférences organisé par la Commission de l'environnement de l'Université de Lausanne. Cette année, comme vous le savez, le thème porte sur environnement en temps de crise. Et chaque année, donc, ce cycle de conférences porte sur un thème d'actualité. L'actualité ici est brûlante. Je suis moi-même membre de cette commission, Anne-Christine Favre, et j'enseigne à la faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique. Et c'est en tant que juriste que je vais aujourd'hui modérer l'intervention de M. Jean-Louis Weber, qui, lui, a une orientation, on va dire, économiste, même si, semble-t-il, le terme peut être discuté. Mais en tous les cas, M. Weber a une très, très large expérience de la recherche économique et statistique. Actuellement, il est consultant international en comptabilité économique et commerciale. Il est chercheur associé à l'Institut des systèmes complexes de l'École normale supérieure de Lyon. Et jusqu'en 2018, il a été professeur de l'École de géographie de l'Université de Nottingham. Mais je dirais que par rapport au thème d'aujourd'hui, on doit évoquer le fait qu'il a également été membre du comité scientifique de l'Agence européenne pour l'environnement, dont il était le conseiller spécial pour la comptabilité environnementale. Et cela jusqu'à sa retraite en 2012. Depuis lors, l'axe de recherche de M. Weber est celui de la comptabilité écosystémique. Comme vous l'avez vu dans le compte-rendu qui accompagnait la conférence qu'il va nous présenter aujourd'hui sur le thème « Crise économique au pluriel et environnement au pluriel », il va être question du coût, de l'intégration du coût de la nature, et cela, on le sait, cet empiètement sur le capital nature conduit aux crises écosystémiques actuelles comme celle du climat et la biodiversité. Et au fond, l'approche par le coût est une des voies possibles pour tenter de rééquilibrer le système. On pourrait aussi imaginer le droit dans ce contexte-là, puisque la question du libre droit d'accès aux éléments de la nature est également un problème. Mais donc, je suis personnellement extrêmement intéressée par cette conférence dont j'ai pu parcourir les slides qui s'annoncent vraiment tout à fait captivantes. Je rappelle le principe aussi de ces conférences, c'est qu'au terme du temps de parole d'environ 45 minutes qui sera donné à M. Weber, une séance de questions qui sera aussi longue que vous le souhaitez peut ensuite avoir lieu, et c'est là qu'au fond, nous pourrons en savoir plus sur l'ensemble des points qui resteraient encore à éclaircir. Je donne donc la parole maintenant à M. Weber en le remerciant. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de participer à ce séminaire et de voir que ces discussions prennent de plus en plus d'importance et attirent un intérêt croissant. Je vais peut-être rentrer dans le vif du sujet tout de suite, si vous le permettez. Je vais partager mon écran. Donc, de quoi s'agit-il? Comme on l'a dit, le problème, c'est que nous ne payons pas le coût complet de l'usage de la nature pour notre vie, pour notre économie, et que le fait qu'on ne paye pas ces coûts conduit à une dégradation et à des crises écosystémiques du climat, de la biodiversité, avec leurs risques associés qui sont des risques
sociaux, financiers. Si on veut prendre en compte de manière pratique ces coûts, si on veut que ces coûts soient pris en compte par l'ensemble des acteurs, on a besoin de quantifier ce qui doit être pris en compte. On a besoin de savoir qui est responsable de quoi, qui doit faire quoi. Et donc, il faut une métrique commune qui puisse permettre de cette prise en compte. Et ça, c'est l'objectif de la comptabilité environnementale, qui a été d'abord pensé comme un ajustement, une amélioration de la comptabilité nationale, mais qui vise en fait à fournir à l'ensemble des acteurs publics et privés des agrégats comptables et des bilans écologiques pour intégrer le capital naturel au processus de décision et à l'évaluation des performances économiques. Alors, on parle de crise. Les crises sont multiples. Je ne vais pas en faire une théorie ici, puisque depuis le début de ce cycle de séminaire, c'est ce dont vous discutez. Les crises, leur point commun, c'est qu'elles impliquent toutes, d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers, l'environnement. Les crises sociales, migration économique, environnementale et vulnérabilité, c'est très très fortement lié aux problèmes d'environnement, aux sécheresses, aux problèmes alimentaires qui sont liés, etc. Les crises sanitaires, on est tous bien placés pour comprendre la situation et ce que c'est qu'une zoonose. Mais on pourrait mentionner toutes sortes de crises, toutes les crises des ressources, la crise systémique climat-biosphère, qui est une crise. J'ai mentionné les deux en même temps, parce que souvent on traite le climat de manière un peu séparée de la biosphère. La biosphère, on la voit comme un stock de carbone. C'est beaucoup plus que ça. La biosphère, c'est peut-être l'élément régulateur principal du climat. Le climat qui est dérégulé par l'accumulation de gaz à effet de serre, mais le principal régulateur, c'est probablement la biosphère et la capacité des forêts à refroidir le climat. On a tous fait cette expérience de chercher la fraîcheur en été sous les arbres. Et de manière plus générale, donc, il y a cette dette écologique que l'on ne calcule pas, et qu'on devrait calculer et qu'on ne la calcule pas parce qu'on n'amortit pas l'usage dégradant du capital écosystémique et des risques financiers qui sont liés. Quand je parle de risques financiers, c'est véritablement des risques pour les entreprises, les assurances, les banques de perdre de l'argent en cas d'investissement qui se retrouve créer des problèmes, et un beau jour, il y a une régulation qui arrive. Et donc, ces risques financiers, c'est vraiment une préoccupation importante aujourd'hui. J'ai trouvé, en faisant cette préparation, j'ai trouvé cette image qui montre bien la conscience qu'il y a des risques. Là, c'était une revue qui parlait d'un article du Lancet, une commission du Lancet, c'est un journal médical bien connu à propos de l'obésité. Et vous voyez les images, c'est relié à l'agriculture, à la nourriture, à la pauvreté. Et c'est relié aussi, on voit dans le bas de l'écran, on voit la finance, l'obésité de la finance, l'accumulation aujourd'hui de... Alors, comment représenter cette complexité? Le problème de parler des choses complexes, on peut en parler à l'infini, mais comment la représenter si on veut pouvoir agir, parce qu'on a besoin d'avoir une simplification des informations et savoir ce qui est important. Alors, il y a plein de représentations qui sont possibles. Moi, j'aime beaucoup cette représentation de Norgaard, Richard Norgaard, qui est un professeur de Berkeley, qui a développé une théorie sur
la multiplicité de systèmes en coévolution pour décrire la planète avec l'homme dedans. Et ces systèmes, vous voyez, il y a l'environnement, il y a les systèmes de connaissances, l'organisation sociale, la technologie et les systèmes de valeurs. Et tous ces systèmes interagissent et coévoluent. Et donc, notre mode de pensée, notre mode de penser notre relation aux autres, à la nature, etc., se situe dans ces systèmes. La situation dans laquelle on est, c'est que avec la révolution industrielle basée sur l'utilisation massive des ressources fossiles et notamment de l'énergie fossile, là, la société, les autres systèmes se sont progressivement déconnectés de la relation à l'environnement, qui a perdu de son importance pendant des décennies, des siècles. Et donc, on est dans un système qui est maintenant dominé non seulement par l'importance de l'économie, les ressources, la technologie, mais ça a pour conséquence de produire des valeurs qui déterminent notre action. Et donc, on regarde, alors, je ne sais pas quoi faire de ce bandeau. Donc, nos regards concluent de cette situation qu'il est vraiment important, de toute façon, de bien distinguer la science économique, qui correspond à knowledge dans ce schéma, de l'ensemble des connaissances et des croyances qu'il appelle l'économisme, mais ce sont des connaissances et des croyances qui sont, je dirais, nécessaires au fonctionnement de notre société. C'est ce en quoi nous croyons habituellement et qui va guider notre action. Mais il faut bien faire la différence entre la science économique, la connaissance et les croyances. La science économique vise à informer, à rationaliser les croyances. Et il faut faire cette distinction pour l'économie, dans le domaine de l'économie, et de même qu'on le fait pour on sait bien faire la distinction entre l'écologie scientifique et l'environnementalisme. On ne confond pas en général les deux, mais il faudrait faire la même chose pour l'économie, selon nos regards, et c'est très peu fait pour l'instant. Et donc, on a souvent tendance à traiter l'environnement avec les valeurs de l'ordre sociétal industriel, qui est le mode de pensée dominant dans cette configuration de système en coévolution. Donc, c'est un point qui est important parce que ça explique probablement bien pourquoi il y a des difficultés à prendre en compte correctement la nature. Alors, une autre représentation qui est assez intéressante, c'est produite par un écologue australien qui s'appelle Richard Mount. Il appelle ça le Joint Perspective Model. C'est une représentation des relations entre l'économie, entre le système économique et puis la société, les systèmes vivants et puis le système terrestre physique en 3 dimensions. Généralement, on présente des cercles ou des ovales concentriques, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a en dessous de chaque cercle ou couronne. Cette représentation elle est intéressante parce qu'elle oblige à se poser des questions. Et donc, ce que ça montre donc en 3 dimensions, si on regarde en coupe maintenant, on voit qu'il y a le système économique qui est décrit par l'ensemble de la statistique économique, la comptabilité nationale, la comptabilité des entreprises, qui est défini en référence à la production, avec les mesures habituelles du produit intérieur brut, du chiffre d'affaires, la valeur des actifs économiques. Et puis, ce système donc, utilise des ressources naturelles, qui sont des ressources naturelles économiques, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont gérées, qui sont cultivées, l'agriculture typiquement, mais la foresterie, etc. Et donc, dans ce cadre-là, qui est
dominé par l'économie et qui correspond à un système de propriété. Ce sont les actifs dont les agents économiques sont propriétaires. Donc, on va se poser des questions sur l'épuisement possible des actifs naturels économiques. Si on va épuiser les ressources du sous-sol, donc on peut épuiser une forêt si on coupe plus que le renouvellement naturel. Mais le système économique a des impacts sur la nature. Alors, dans le champ du système économique, ça va être des rejets, par exemple les rejets de polluants, les rejets de déchets. Mais également, le système économique utilise gratuitement des biens publics. Alors, les biens publics, c'est toutes les fonctions des écosystèmes qui ne sont pas explicitement appropriées et qui peuvent être utilisées et dégradées sans qu'on ait forcément à payer. On peut avoir à payer si le gouvernement, si l'État voit le problème et impose des contraintes ou impose des prix administratifs, etc. Mais c'est du domaine du bien public. C'est une des particularités qui est importante quand on va s'intéresser à l'écosystème, c'est que l'écosystème a en fait toujours une double dimension. Donc il est, de manière possible, il peut être un bien approprié pour l'exploitation économique normale, mais c'est en même temps un bien public, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui ne sont pas appropriables de manière exclusive. La qualité de l'air, la biodiversité, toutes les fonctions de reproduction de la nature, en fait, c'est du bien public. Et la distinction étant pas faite, on l'ignore, bien sûr. Et donc, ça conduit à des dégradations de l'écosystème, c'est-à-dire en dehors du champ de l'économie, et donc du fait des effets, des impacts des activités sur le fonctionnement des écosystèmes. Il faut, si on veut compléter l'image, il faut parler des services aussi intangibles qui vont être utilisés directement par la société en dehors de toute production économique. Il y en a un petit peu, ça existe. Ça a beaucoup ça intéresse beaucoup les économistes. Ça représente un tout petit pourcentage de la totalité des services écosystémiques, mais ça peut être important dans bien des cas. Et ça peut contribuer notamment au cadre de vie, à la santé. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et puis, il faut voir aussi l'effet des pratiques sociales ou individuelles, les comportements, les sacs plastiques que l'on retrouve dans l'estomac des baleines. C'est un cas récent rapporté en France, et la baleine est morte, bien sûr. Et donc, ces pratiques ont des impacts aussi sur l'écosystème en général. Et si on boucle le schéma, on a au-dessus de tout ça les activités qui sont strictement à l'intérieur du système économique, de la boîte qui est en haut, du rectangle en haut, qui sont les activités de transformation, d'administration, de finance, etc. Alors, une autre façon de décrire cette situation et ce qu'il faut comptabiliser, c'est l'idée qu'il y a un surplus qui est accessible à l'usage humain. Ça a été développé par Anthony Friend, ça se réfère à des notions thermodynamiques, ça se réfère à des... Et donc l'idée, c'est qu'il y a ce que Anthony Friend appelle des éco-produits, c'est-à-dire ce qui est produit par le système naturel, que l'on voit sur l'image à gauche de la diapo. Et ces produits sont produits de manière interne, c'est-à-dire à l'aide d'autres produits naturels, d'autres éco-produits. Donc, et quand on voit le fonctionnement du système, il y a un excédent qui peut être utilisé par l'économie. Et quand l'économie utilise simplement cet excédent, on a une économie verte. C'est le rêve d'aujourd'hui, c'est d'avoir une économie verte qui n'utiliserait que ce qui est possible d'utiliser sans dégrader la nature. Mais ce n'est pas l'économie réelle. L'économie réelle, elle comprend des prélèvements, des récoltes, des prélèvements qui ne sont pas soutenables dans le temps et donc qui conduisent à une dégradation écosystémique.
c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même peut-être des siècles que ça existe et ça s'est accéléré. Donc c'est vraiment les problèmes auxquels on fait face. Alors comment est-ce qu'on nous répond à ces pertes de la nature? Alors, on compense les pertes d'éco-produits par des intrants artificiels, notamment qui viennent du sous-sol, hein, de l'énergie, des engrais, et puis aussi on travaille, il y a le travail humain, le travail de l'agriculture, du traitement des forêts, etc., l'irrigation. Donc on compense pour maintenir le niveau de production dont a besoin l'économie. Mais quand on fait ça, on aggrave la dégradation. Donc voilà un peu le piège dans lequel on est, et voir aussi les problèmes liés au rejet. Donc le défi, c'est de maximiser les services tout en conservant les fonctions naturelles et la biodiversité. Autre aspect, c'est que les écosystèmes fournissent de multiples services. Ça, c'est un schéma que j'ai emprunté à Gilles Berlon, qui est un professeur d'écologie de l'Université de Montpellier. Et donc, ce schéma montre une forêt au milieu, hein, et tous les services que la forêt peut rendre. Alors, vous voyez que c'est beaucoup. Hein. Il y a bien sûr du bois. Hein, ça, c'est ce qu'on pense immédiatement, mais il y a aussi des productions associées, des champignons, des fraises des bois. Il y a des services d'habilité, de tourisme, il y a des services esthétiques, il y a des services liés à la production animale, la chasse, il y a le maintien des produits du sol, et puis il y a tout le maintien du système et les effets globaux. Donc ça, c'est la richesse de l'écosystème et la complexité quand on veut s'intéresser aux services. Parce que vous voyez bien que tous ces services sont dans des dimensions qui sont... c'est les mêmes systèmes, ils sont produits par le même système, mais ils sont dans des dimensions qui sont assez différentes. Ce qui est en commun, c'est que si on extrait de manière excessive l'un des services, par exemple le bois, hein, qui est le problème courant pour les forêts, eh bien, si on extrait de manière excessive, on détruit tous les autres services. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, quels sont les objectifs des comptabilités de l'environnement et des ressources naturelles? Donc, le point de départ, c'était dans les années 1970, hein, la conférence de Stockholm, le club de Rome. C'était la critique du produit intérieur brut, des outils qui avaient connu un grand succès, hein, pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le produit intérieur brut notamment, qui focalise toujours d'ailleurs les critiques, et l'idée c'était de compléter la comptabilité nationale et la comptabilité entreprise de manière à prendre en compte ces impacts qui ne sont pas décrits, que l'on ne voit pas en regardant simplement la comptabilité monétaire traditionnelle. Et donc, première idée, ça a été d'avoir une mesure des flux de matière associés à la production et à la consommation. Donc, c'est l'idée des bilans matières, hein, c'est le paradigme de la croissance verte qui est promu toujours par l'OCDE. C'est également les émissions de CO2 équivalent pour le climat, c'est une comptabilité matière. Et la comptabilité de l'empreinte écologique s'appelle elle-même, hein, une Ecological Footprint Accounts. Ça, c'est une première façon de voir. Une deuxième préoccupation, c'était de mesurer les stocks de ressources naturelles qui sont des actifs économiques. Hein, ceux qui sont dans le carré qui était au milieu du schéma que je vous ai montré de Richard Mont. Hein. Et donc, c'est les ressources du sous-sol, le bois, les stocks de poissons, l'eau quand elle est gérée. Et donc, c'est de comptabiliser ces services et de mesurer leur épuisement. Alors, à la fois l'épuisement physique et puis l'épuisement en monnaie. Et l'idée, c'était notamment d'envoyer des messages aux pays en développement qui vivent sur des rentes à partir de ressources pétrolières ou minières, pour leur dire attention, il y a un épuisement, ça ne va pas durer toujours. Donc ça, c'est une autre préoccupation. Et puis un autre souci, plus trivial, mais très intéressant et toujours d'actualité, c'est d'arriver à bien savoir ce que l'on fait, combien on dépense pour la protection de l'environnement,
combien dépensent les administrations publiques, les entreprises, quelles sont les taxes, les subventions, le chiffre d'affaires des éco-industries. Donc voilà une première série d'objectifs qui étaient visés par la comptabilité économique environnementale. Et est venu s'ajouter le souci d'évaluer le capital naturel écosystémique. Donc évaluer les systèmes, les services écosystémiques qui ne sont pas enregistrés ou isolés dans les comptes, et dans une approche qui a été d'abord principalement des approches de type coût-bénéfice de projet, avec des tentatives de généralisation. Je reviendrai dessus. Ensuite, l'autre préoccupation, c'est d'évaluer la dégradation des écosystèmes résultant de l'activité économique et d'établir des bilans écologiques pour refléter cette dégradation et finalement de calculer quels sont les coûts non payés correspondant à cette dégradation, c'est-à-dire de faire l'amortissement du capital naturel écosystémique de la même façon qu'on fait l'amortissement du capital économique. C'est une variable fondamentale de tous les systèmes comptables, de toutes les normes comptables, et avec pour objectif donc, de calculer quel est le vrai coût de notre consommation finale, de la demande finale. Donc, on parle de comptabilité. Donc, ça, c'est un schéma que j'ai emprunté à Roy Ensiong, un géographe anglais. Et donc, voilà comment on peut décrire les comptes écosystémiques. C'est une comptabilité. Donc, c'est une comptabilité. Alors, je vais reprendre le schéma. C'est une comptabilité, c'est-à-dire qu'on mesure des stocks, un stock initial, un stock final. On voit quelles sont les pertes, on voit quels sont les gains, le stock qui est rapporté. Donc ça, c'est le schéma habituel de la comptabilité qui existe depuis les Vénitiens au moins. Et donc, la première question, c'est est-ce que les gains compensent les pertes? Donc c'est une question sur les quantités. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une perte quantitative, un épuisement d'une ressource. Mais il y a une autre question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que la qualité du stock a été maintenue? On peut très bien avoir un maintien du stock et la qualité va être dégradée parce que pour maintenir le stock, on aura par exemple utilisé des engrais et que donc ça va avoir un effet certainement négatif sur la biodiversité. Et donc on aura une dégradation. Donc là, c'est la dégradation. Donc la dégradation, en fait, ça intègre à la fois l'épuisement et puis tous les aspects plus qualitatifs de la dégradation. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. On veut savoir aussi quelles sont les ressources, quel est le flux de ressources qu'on a pu utiliser. Et donc, on va s'intéresser aux services fournis par l'écosystème, qui vont être les services d'approvisionnement, c'est les ressources naturelles, c'est la biomasse et l'eau essentiellement, et les autres services. Alors, le point particulier à bien avoir en tête, c'est que au moins 99% de ces services sont des productions jointes de l'écosystème et de la nature. Donc, il y a une conjonction du capital produit, capital humain et du capital naturel pour produire les services que l'on peut mesurer et que l'on va essayer de valoriser pour savoir quels sont les bénéfices et quels sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent être les entreprises, les ménages, etc. Donc voilà le schéma de la comptabilité et il n'est pas complet si on ne rajoute pas le fait que ces bénéfices en fait, correspondent à des activités qui ne couvrent pas leurs coûts. Et donc, il y a des coûts de réhabilitation non payés qui doivent être pris en compte. Et si on veut y arriver, finalement, je vais venir à ce point, il va falloir calculer la valeur écologique du capital naturel. Donc, valeur écologique par opposition à la valeur économique, qui est une expression différente de la valeur. Alors, maintenant, donc, comment les choses se sont-elles développées? Elles se sont développées avec donc une approche par les services écosystémiques. Donc, vous avez probablement
entendu parler, et une approche par le potentiel des systèmes eux-mêmes. Donc l'approche par les services écosystémiques, ça consiste à identifier des services, je dirais un à un, hein, comme c'était sur le schéma de Gilles Berlon, et d'essayer de les quantifier avec leur unité de mesure propre, et ensuite de les valoriser. Donc on va les traiter, et il y a eu beaucoup d'applications de ce type-là, où on prend un ensemble de services, en général les services les plus importants, parce que la liste qui a été, la nomenclature des services qui a été définie par l'ONU, elle est très longue, et personne n'a jamais fait une comptabilité complète de tous les services. Mais on va regarder les principaux services et leurs valeurs. Et les valeurs sont donc plus ou moins, je dirais, faciles à mesurer. Hein. Donc les quantifications les services sont plus ou moins faciles à quantifier, et les valeurs plus ou moins faciles à estimer. Les services qui passent par l'économie, on a des prix de marché qui peuvent servir de base au calcul, mais quand on a des valeurs de non-usage, des valeurs de symboles, ça devient vraiment compliqué. Quand on fait ce genre d'exercice, l'idée, c'est qu'en bout de course, on va faire une comptabilité monétaire de tous les bénéfices. On va essayer de les calculer en tenant compte de préférences individuelles, de prix de marché dans certains cas, mais souvent aussi de prix fictifs, de prix qui relèvent de la modélisation microéconomique. Et l'idée, c'est d'avoir une valeur à terme, calculer une valeur monétaire de la nature. Donc ça, c'est une approche qui est très développée, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'on peut prendre le problème de l'autre côté et regarder les systèmes qui vont fournir ces services et s'intéresser non pas aux services eux-mêmes, mais à la capacité des systèmes à fournir ces services. L'expression que j'emploie, c'est capacité. Hein, c'est une expression qui est empruntée à Amartya Sen, qui est un économiste indien, prix Nobel, qui avait défini la capacité sociale comme étant la possibilité de réaliser ce qui est important dans la vie. Ça, c'est assez intéressant comme concept pour essayer de définir quel était l'état d'une société, c'est-à-dire par la mesure des capacités, des potentiels qui sont fournis aux gens. Donc là, on essaie de voir quels sont les potentiels des écosystèmes. Donc on fait des comptes physiques qui sont intégrés, parce qu'on décrit plusieurs dimensions, mais il faut les décrire tout ensemble. On peut faire des bilans, donc on va faire à partir de là des bilans écologiques et développer une comptabilité monétaire des coûts de restauration. Et donc on va s'intéresser aux coûts de maintenance, à la restauration, dans une approche qui va privilégier les préférences collectives, alors que les services, c'est des préférences individuelles qui sont privilégiées. Mais on va donc finalement établir des bilans, des dettes écologiques, calcul des dettes écologiques. Donc en termes de mesures de comptabilité plus concrètes, qu'est-ce qu'on va comptabiliser? On va mesurer tous les flux monétaires qui sont reliés, qui correspondent au maintien de l'écosystème et qui vont correspondre soit à des taxes écologiques, des subventions, c'est-à-dire des contraintes imposées par l'État pour réduire l'utilisation des écosystèmes, des subventions pour restaurer, mais aussi des compensations, des certificats négociables et finalement l'amortissement du capital naturel. Un point qui est important à ce stade, c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Hein. On peut décrire le capital naturel par ses composants. Hein. On a parlé des services, on peut parler des forêts, des rivières, des lacs, des prairies, de tous les écosystèmes qui le composent. Mais il ne suffit pas de décrire il ne suffit pas de décrire les composants, d'en faire des comptes. Ça, on le fait. Par exemple, les bilans matières
vont faire des comptes des matières par type de composants. Mais ce n'est pas suffisant pour l'écosystème. On parle de systèmes, ce sont des systèmes vivants et qui se reproduisent. Et l'objectif, c'est de voir s'ils sont capables de se reproduire ou s'ils se dégradent petit à petit. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est bien le système et la capacité du système. Dans quel état il est, est-ce qu'il est en bonne forme ou pas? Et donc, il s'agit plus que d'une simple addition. C'est un point qui est bien important à prendre en compte. Alors, un petit moment, j'aurais fait quelques considérations sur les valorisations monétaires qui ont, je vais pas dire, qui ont eu la faveur des économistes ces dernières années. Qu'est-ce qui est visé par les valorisations monétaires? D'une part, on sait qu'il y a des bénéfices qui ne sont pas comptabilisés ou qui sont mal comptabilisés. Alors, il y a des services finaux qui ne sont pas payés, par exemple des éléments gratuits de la qualité de la vie, hein, la beauté du soleil couchant au bord de la mer. Bon, on sait pas qu'il n'y a pas de prix de marché directement. Il y a des fonctions naturelles qui ne sont pas aussi, ils ne font pas l'objet d'un marché, même si elles ont une importance, y compris économique. Par exemple, l'auto-épuration des rivières. Il y a des productions pour compte propre qui sont subventionnées, comme les jardins familiaux, la cueillette, la chasse, la pêche. Mais bon, c'est des points qui sont discutables, parce qu'en principe, c'est déjà enregistré dans la comptabilité nationale, mais on peut soutenir le fait que les prix de référence de la comptabilité nationale sont en général très sous-estimés pour ce genre de produits qui sont considérés comme marginaux. Et aussi, il y a des bénéfices cachés. Alors, il y a le type de bénéfices cachés. Cachés, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la comptabilité nationale, mais que l'on ne les voit pas. Par exemple, dans la valeur des actifs, la valeur des maisons, par exemple. Hein. Si vous avez une maison dans une zone potentiellement inondable, le fait qu'il y ait une forêt à l'amont de là où vous habitez qui régule, qui protège contre les crues, ça a une valeur. Et ça va probablement être pris en compte dans la valeur de votre maison. Et donc, il y a des éléments qui sont un peu cachés. Et un élément qui est assez important, c'est le problème des rentes, l'extorsion des rentes. Hein. Vous avez entendu parler probablement du protocole Access and Benefit Sharing, de la Convention sur la diversité biologique, qui reconnaît le droit aux populations indigènes dont on utilise les connaissances en matière de molécules naturelles à vocation médicale, pharmaceutique. Jusqu'à présent, avant ce protocole, les compagnies pharmaceutiques, elles sont des gens qui prospectent. Et puis, il y a certaines de ces molécules qui sont utilisées, qui vont permettre de faire des bénéfices colossaux. Donc, ça ne veut pas dire que la valeur de ces molécules naturelles n'est pas dans la comptabilité économique, elle y est, mais elle n'est pas identifiée comme provenant de ces molécules naturelles, mais elle provient de la recherche des compagnies pharmaceutiques. Et donc, c'est important de faire ces analyses de rente. Donc, voilà ce que l'on peut dire des calculs de bénéfices et de la nécessité de mesurer certains éléments qui manquent. Mais ce qui manque surtout, ce sont les coûts de maintenance non payés qui ne sont pas comptabilisés. Et donc, il n'y a pas d'amortissement du capital écosystémique dans les comptabilités des agents. Hein, comme disait le ministre norvégien de l'Environnement, les bénéfices sont privés et les coûts sont publics. Et donc, l'idée, c'est de mesurer les coûts de restauration et de compensation et les ajouter au prix de marché des produits pour avoir des prix au coût complet et pas seulement des produits au coût incomplet. Si on avait des produits au coût complet, on s'apercevrait probablement que les produits de l'agriculture biologique sont au coût complet pas plus chers que les produits de l'agriculture intensive. Mais on ne mesure pas tous les coûts de l'agriculture intensive, donc l'agriculture biologique vend plus cher, mais c'est
probablement une apparence. Alors, un point en fait, une réflexion sur les prix de marché, parce que certains économistes proclament que la seule façon de décrire, de mesurer le capital naturel, c'est en monnaie. Et je pense que ce n'est pas vrai, et que en fait, il faut faire attention parce que la monnaie, les prix du marché, ou les prix dérivés du prix du marché, ne reflètent que la valeur économique et pas toute la valeur de la nature. Alors, première chose, hein, c'est que les prix du marché vont sont basés sur des consommations, et une consommation, c'est d'une certaine façon une destruction. Et donc, ils vont intégrer le vivant comme une consommation. Et ils vont appliquer la théorie économique courante, hein, c'est celle qui est enseignée depuis que j'ai fait mes études, c'est-à-dire depuis fort longtemps, depuis 50 ans, 70 ans, qui est enseignée à tous les étudiants en économie, c'est que la valeur d'un actif économique, c'est la valeur nette actualisée des bénéfices futurs escomptés, corrigés de la préférence pour le présent, etc. Et ces méthodes sont appliquées aux actifs naturels, notamment pour calculer la valeur inclusive du capital et donc la valeur monétaire de la nature. Ça n'a jamais été fait, mais ou ça a été fait de manière vraiment très, très, très indicative, très rapide et pas du tout en détail, juste. Mais ça donne des gros chiffres. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Prenons cette image, hein, ce sont des oiseaux, des canards ou des oies, hein, qui sont disons, la métaphore d'un écosystème qui fonctionne. Hein. Vous les voyez, ils sont vivants, ils bougent, et on va les évaluer en monnaie. Comment est-ce qu'on va les évaluer en monnaie par rapport à ce qu'est le système économique? On va les évaluer du point de vue de la consommation. Et donc, on va calculer la valeur nette actualisée de la consommation de ces oiseaux. Donc, il y a pour moi un petit problème philosophique, c'est qu'on mesure un peu la vie avec des unités qui correspondent à des éléments qui sont morts. Alors, il y a une autre façon de faire. On va regarder l'écosystème. Et voilà, dans un premier cas, on a un prélèvement qui est soutenable, hein, qui est modéré, qui permet la reproduction de ces populations d'oiseaux. Donc, vous voyez, à 3 dates différentes, les populations peuvent se reproduire parce qu'on a un prélèvement qui est raisonnable. Et puis, ce prélèvement, on peut voir le prix qui a été le prix de marché qui correspond. Hein, c'est pas, donc, on a un prix. Ça, c'est une situation soutenable. Et puis, on augmente le prélèvement. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on va avoir une valeur plus grande, hein, du service utilisé, mais on a en même temps une dégradation. Et vous voyez que dans la dégradation, là on a un problème de reproduction de l'espèce. Et donc, ça ne va pas être pris en compte par la mesure du bénéfice que l'on tire de l'écosystème. Donc, si on prend en compte maintenant la restauration, on va pouvoir calculer des coûts de restauration. Si ces coûts de restauration sont pris en compte, ils vont éviter qu'il y ait la dégradation. Donc, l'écosystème, en fait, va être restauré et à ce moment-là, on va avoir la consommation mesurée au prix complet, qui va être les prix d'achat à payer, plus les coûts de restauration. Donc, il faut faire la distinction entre ce qui est, donc quand on voit l'écosystème, hein, la grosse boîte verte, à l'écosystème, il y a des actifs et des services qui sont naturels, mais écosystémiques, qui correspondent à une ressource qui est appropriée. On peut y ajouter des services additionnels, hein, comme je l'ai expliqué avant, et on va évaluer tout ça d'un point de vue utilitaire. Hein, on va regarder ce que ça nous rapporte, et on va dire, voilà, les services écosystémiques, c'est très, très important, ça permet la vie, ça permet l'économie. On le sait, tout ça. Mais ça, on va le mesurer en monnaie. Donc ça, c'est une première approche.
Une autre approche, c'est l'autre dimension de l'écosystème, c'est qu'il y a donc des fonctions écosystémiques qui sont des biens publics. Et biens publics, ça veut dire dont on ne peut exclure personne, en principe. Hein. Et c'est par exemple la régulation du climat, de l'eau, l'air pur, la biodiversité, la reproduction de la biosphère, et puis aussi la soutenabilité des actifs économiques eux-mêmes. Hein, parce que quand les écosystèmes se dégradent, à terme, on va avoir une dégradation aussi du point de vue de l'économie. Mais ce qu'on va mesurer là maintenant, c'est une valeur écologique. Et cette valeur écologique, pour la mesurer, il faut définir une métrique. Et donc, c'est ce qui est fait dans la comptabilité écosystémique du capital naturel, c'est de définir une unité de capacité écosystémique, on appelle en anglais EQ. Et cette métrique, c'est une mesure qui est conventionnelle, qui nécessite donc un consensus, un accord social sur l'importance donnée aux choses, mais on peut y arriver et ce n'est pas le seul cas. Donc avec la valeur utilitaire de manière implicite ou explicite portée sur l'idée de la maximisation des bénéfices monétaires, ça va conduire à l'évaluation de la valeur inclusive de la nature, du capital sous ses diverses formes donc de la nature, et la dégradation, c'est une perte de bénéfices. Et cette approche, c'est l'approche dite de soutenabilité faible, où les différentes formes de capital humain, social, naturel, peuvent être remplacées l'une par l'autre, au moins en partie, bien sûr. La valeur écologique permet une approche qui est basée sur les écosystèmes, qui mesure les services en unités physiques seulement, qui va évaluer la valeur écologique des systèmes et donc quantifier la capacité écosystémique totale des systèmes. Et la dégradation, c'est une perte de cette capacité écosystémique totale. Donc c'est une approche de soutenabilité forte, c'est-à-dire qu'elle présuppose qu'on est dans une situation où on ne doit pas dégrader l'écosystème. On a atteint les limites de la planète concernant l'écosystème. La relation entre les deux, c'est la mesure des coûts de restauration et l'amortissement du capital naturel. Donc là, la situation, alors oui, j'ai perdu mon titre, excusez-moi, c'est pour ça que j'avais un instant d'hésitation sur la diapositive. Donc, au niveau international, il y a des travaux depuis 1993, première publication, sur un système de comptabilité économique et environnementale qui s'appelle SEA en anglais. Et à partir de 2012-2014, il y a eu un travail expérimental sur une comptabilité écosystémique, c'est-à-dire en plus des premiers comptes, hein, de genre bilan matière que je vous avais présenté, donc essayer de mesurer le capital naturel. Et récemment, c'était début mars, cette méthodologie a été au moins en partie adoptée par la Commission de statistique de l'ONU comme un standard statistique international. C'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment une invitation très forte aux instituts de statistique à travailler dans ce domaine. Qu'est-ce que comprend ce système de comptabilité économique et environnementale des écosystèmes? Il comprend d'abord une comptabilité biophysique de l'étendue, de la surface des écosystèmes, et de leur état, de leur bon fonctionnement, leur biodiversité, et également une comptabilité des services écosystémiques. Donc ça, c'est ce qui a été adopté comme standard statistique international. Alors, ce qui est important à noter, c'est que là, ce n'est que la moitié du système retenu, c'est d'intégrer le système, de calculer les agrégats seulement en valeur monétaire. Et une valeur monétaire calculée sur les services, la valeur des actifs naturels, c'est-à-dire dans une approche utilitaire de bénéfices. Et donc,
le SEA et l'écosystème accounting ne comprend pas de mesure des coûts de restauration. Donc voilà la situation. J'ai indiqué les liens où on peut trouver tous ces documents. Je vous invite à les regarder. Et donc, ce qui est important, hein, c'est que la comptabilité de statistiques de l'ONU a érigé le SEA en standard statistique international seulement pour les comptes en termes biophysiques. Les comptes en monnaie restent un recueil de bonnes pratiques, hein, un agenda de recherche. Et pour la mise en œuvre de ce système, il y a une plateforme qui a été présentée, c'est au début de sa mise en œuvre, mais c'est intéressant, je vous invite à la regarder aussi, et qui est basée sur un modèle qui s'appelle ARIES, hein, Artificial Intelligence for Environmental and Sustainability, et qui a pour ambition de mesurer à la fois les aspects biophysiques et monétaires. Le point qui est important, c'est que cette plateforme a pour ambition, et je pense qu'elle va le faire, de faciliter le travail de ceux qui veulent développer des comptabilités écosystémiques. Donc voilà les références utiles sur le nouveau SEA. Considérant l'aspect comptabilité des coûts, donc c'est moins avancé que les travaux sur les bénéfices monétaires, mais il y a des travaux importants qui se mènent en France autour d'un modèle qui s'appelle CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, par les professeurs Richard et Rambaud. Et le principe, c'est une comptabilité en triple capital. Alors, c'est une comptabilité privée, hein, c'est une volonté de modifier les standards comptables de la comptabilité dite financière, hein, les standards comptables internationaux, les normes comptables internationales. Et donc, le triple bottom line, qui veut dire qu'il faut considérer les trois dimensions économiques, sociales et naturelles du capital séparément, et que chacune doit être maintenue séparément, hein, et donc qu'il n'y a pas de substitution possible. Donc c'est une optique de soutenabilité forte qui est retenue dans le modèle CARE, et donc l'objectif étant d'introduire l'amortissement en monnaie du capital naturel sur la base des coûts de restauration. Et ce modèle est à l'essai, il y a des tests qui ont lieu. Et j'ai eu l'occasion de voir récemment une présentation par un étudiant qui faisait sa thèse avec LVMH, qui est intéressé à avoir au développement de ce genre de comptabilité, hein, puisqu'il y a une demande pour les produits de luxe, il y a une demande de produits de luxe verts qui est de plus en plus forte, hein, c'est supposé aller de soi, donc voilà les préoccupations. Alors, l'autre approche de la comptabilité écosystémique par les systèmes a été développée de manière plus complète dans la comptabilité écosystémique du capital naturel, CECN en français, ou NK en anglais. Donc c'est une trousse de démarrage rapide qui a été rédigée pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, avec pour objectif d'aider les pays à remplir une des obligations qui a été contractées lors de la conférence de Aichi, qui a adopté une stratégie en 2010 et qui inclut que les valeurs qui mentionne en toutes lettres que les valeurs de la diversité biologique sont incorporées dans les comptes nationaux, hein, je résume. Et donc, suite à ça, la Convention sur la biodiversité biologique a commandé la rédaction de guides pratiques de manière à mettre en place cette comptabilité. Et c'est une trousse de démarrage rapide, c'est-à-dire que ça ne couvre pas tout, ça ne couvre que la comptabilité biophysique. Alors, à quoi ressemble cette comptabilité? C'est un cadre comptable intégré qui est à base d'informations géographiques. Donc, le point de départ, c'est
la comptabilité de la couverture des terres, hein, donc les surfaces de couverture des terres, urbaines, agriculture, forêt, lacs, zones humides, etc., plus les réseaux hydrographiques, qui ne se mesurent pas en hectares, mais qui se mesurent en longueur et en longueur d'éléments qui sont connectés par l'écoulement des eaux. Cette comptabilité repose sur le modèle le plus simple possible. On prend le carbone biologique, l'eau, et puis l'infrastructure écosystémique et la biodiversité. Alors, ces éléments ne sont pas additifs tels quels. Hein, on ne sait pas très bien comment ajouter une tonne au mètre cube et un hectare, mais on peut arriver à intégrer ça. Et la manière dont c'est fait, c'est qu'on va calculer pour chacun des comptes, on va calculer un indice d'utilisation soutenable, hein, soutenable sans épuisement de la ressource, et des indices de résilience ou de santé qui vont permettre de décrire si l'écosystème, chaque unité pour laquelle on va faire les comptes, se maintient dans le temps. À partir de là, on calcule la valeur écologique unitaire, donc avec cette unité, cette devise écologique dont je vous mentionnais, que je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que ça prendrait un petit moment. Et on calcule la capacité écosystémique totale qui est un agrégat qui est au niveau du produit intérieur brut. On peut comparer la croissance du produit intérieur brut, par exemple, avec la dégradation de la capacité écosystémique totale. Et là, on a un agrégat macroéconomique qui est au niveau du PIB. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ça c'est la trousse de démarrage rapide, mais à partir de là, ensuite, il faut faire des comptes des dettes et des crédits, hein, les bilans écologiques des différents secteurs économiques, en écu, en unité physique, et ça a déjà une vertu importante parce que c'est un élément de responsabilisation et de mesure hein, de l'engagement des acteurs économiques dans le maintien de l'écosystème. Et ensuite viennent se greffer dessus les calculs de coûts de restauration, de compensation, d'amortissement, les bilans écologiques en monnaie. Mais bien entendu, cette infrastructure comptable, c'est une base de données intégrée de taille assez significative, importante, très intégrée. Elle permet de développer de manière plus facile des évaluations de services, donc des évaluations en unités biophysiques, et sur lesquelles peuvent venir se greffer des calculs de valeur économique, là où c'est utile de le faire. Alors, une unité je me permets juste, cher monsieur, je me permets juste d'intervenir parce que vous donniez vraiment, je vous en remercie, énormément d'informations. Ce qu'il y a, c'est que les conférences durent généralement 45 minutes. Et donc, pour permettre au public présent de pouvoir vous poser des questions, parce que je pense que l'interaction est extrêmement importante, si cela vous était possible, peut-être d'arriver vers la synthèse. Écoutez, si je finis en 5 minutes, ça va? Oui, très bien. Parfait. Merci infiniment. Donc, voilà. Je vais accélérer. De toute façon, vous aurez ma présentation disponible. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y ait une interaction, hein, parce que c'est vraiment intéressant, je vous assure. Hein, donc, ce que je voulais dire, c'est que la définition d'une unité de mesure composite, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas du tout une nouveauté. Hein. Ça n'a jamais été fait dans le domaine, mais ce n'est pas une nouveauté. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas agréger simplement des données physiques. Et donc, la monnaie, c'est une unité qui exprime des valeurs, mais on peut discuter de la manière dont elle le fait. Pour les changements climatiques, il y a une comptabilité en CO2 équivalent qui mesure la contribution au réchauffement de la planète. Donc, c'est assez équivalent à l'écu, si je puis dire. Et donc, cette monnaie qu'on appelle l'écu, donc c'est une mesure de la capacité, et les calculs sont faits par unité spatiale écosystémique pour laquelle on va calculer la valeur moyenne en écu et son évolution dans le temps. Alors, il y a eu déjà pas mal d'applications. Vous voyez une liste d'applications à Madagascar, pour le bassin du Rhône,
plateau des Guyanes. Il y a une application en cours sur des parcs naturels dans le Fouta Djallon, en Afrique de l'Ouest. Il y a eu une comptabilité de couverture des terres récemment faite en Guinée, des comptes qui ont été faits au Gabon avec l'IUCN, et des comptes à l'île Maurice. Les premiers comptes ont été faits à l'île Maurice, on est en train de préparer la deuxième génération. Donc il y a déjà une expérience qui a permis de tester le cadre comptable et sa faisabilité. Alors, donc, juste un exemple rapide, vous le voyez, vous pourrez le regarder plus en détail, c'est les comptes du bassin versant du Rhône qui ont été faits, c'est une thèse de Jasmine Arguello Velasquez à l'École normale supérieure de Lyon, qui a été soutenue avec succès en 2019. C'est une preuve de concept. Donc ça a été fait pour voir comment, à une échelle entre régionale et locale, on pouvait mettre en place cette comptabilité en faisant l'usage du maximum de données disponibles à cette échelle dans les bases de données publiques accessibles. Donc, c'est une preuve de concept, et voilà comment les comptes ont été organisés, et donc il y a moyen de se procurer cette thèse et d'accéder à l'information. C'est plus de 3 ans de travail, hein, cette thèse. Et donc, elle a couvert l'ensemble du champ. Hein. Un autre travail récent, la publication va intervenir sous peu. Elle est en train des pays de la région, sur le plateau des Guyanes, 4 pays, le Guyana, le Suriname, la Guyane, toutes petites unités. Et pour chacune unité, là, c'est la capacité écosystémique totale, la variation entre 2000 et 2015, et on voit qu'il y a une dégradation qui est forte. Là où ça bouge beaucoup avec les points rouges, c'est lié notamment à des grosses atteintes aux forêts du fait de l'or qui fait des dégâts, mais il y a aussi une dégradation qui tient à un développement de l'agriculture. Donc tout ça est analysé en détail. Il y a peut-être je ne sais pas combien, 70-80 cartes qui ont été produites, plus tous les tableaux avec les synthèses par région, par pays, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir, je vais terminer pas complètement, pourquoi c'est important d'avoir intégré? C'est parce qu'aujourd'hui, les politiques sont souvent traitées en silos, c'est-à-dire séparément. On traite du changement climatique sans se préoccuper suffisamment de la biosphère. La désertification aimerait bien prendre en compte la biodiversité et l'eau, mais ce n'est pas complètement fait. Les pollutions sont traitées par une gamme de politiques qui sont définies souvent côte à côte, etc. Et alors qu'il faudrait relier les choses, si on se préoccupe de sécurité alimentaire, sécurité de l'eau, de la pauvreté, etc. La Convention sur la désertification se soucie de ça, un schéma qui montre comment on pourrait relier, pourquoi il faudrait le faire, hein, vous voyez. Mais le problème se pose en plein quand on regarde les objectifs de développement durable de l'ONU, où il y a 17 objectifs bien reliés. La comptabilité écosystémique du capital naturel permettrait de fournir des informations, des indicateurs pour, là j'en vois 3, 7, 9 et peut-être plus de ces objectifs. Et donc, ce qui serait un moyen de commencer à les relier par des indicateurs qui seraient issus d'un cadre intégré. C'est important parce que cette remarque est vraiment essentielle, c'est que les solutions partielles aux problèmes des systèmes écologiques complexes, les solutions partielles ne fonctionnent pas très longtemps. Et ne fonctionnent pas très longtemps, ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a un effet inverse et on s'aperçoit qu'au lieu de régler le problème, on a créé un nouveau problème. Donc, on intègre ces questions. Voilà la situation aujourd'hui. Hein. Par exemple, pour le climat, on a des bilans carbone, une valeur totale en CO2 équivalent. Et ce que l'on propose avec la comptabilité écosystémique, c'est d'intégrer ça selon le schéma comptable. On calcule la valeur écologique en UCE ou en EQ, et on va calculer la capacité écosystémique totale, c'est-à-dire
Alors, les objectifs de la comptabilité écosystémique du capital naturel, je vous dis donc, c'est la mesure de la dégradation, des impacts des secteurs écosystémiques et la mesure de l'efficacité des politiques de conservation. C'est d'arriver à promouvoir la responsabilité environnementale dans les normes comptables elles-mêmes, hein, des gouvernements et des entreprises. Donc une politique de soutenabilité forte et donc de progresser pour la bonne mise en œuvre des conférences de Rio. Donc, à terme, ça veut dire l'instauration de bilan écologique. Donc, je ne vais pas vous présenter le bilan écologique, juste montrer un exemple que vous pouvez trouver dans le manuel de la CBD. C'est une illustration de ce que peut être un bilan écologique. C'est un document qui peut être important et qui peut intéresser beaucoup de monde, notamment tous ceux qui se préoccupent des risques financiers et courus par les entreprises. C'est le problème des agences de notation, c'est le problème des compagnies d'assurance, c'est le problème des gouvernements. Donc voilà un cadre qui reprend de manière cohérente les éléments de la comptabilité environnementale. Donc, et je vais conclure là-dessus. Si on pouvait vraiment conclure là maintenant, ça, je crois que pour les personnes qui ont pu rester jusqu'à présent, ce serait vraiment bien si vous pouviez, parce qu'on peut revenir sur certains aspects dans les questions. Oui, je vous propose qu'on s'arrête sur cette diapo. Hein, d'accord. Parce que les questions vont revenir. Donc, cette diapo, c'est visant à dire donc que cette comptabilité, ça vise à renforcer les politiques traditionnelles, à soutenir des politiques nouvelles ou émergentes, notamment les notations des risques financiers souverains et privés, les règles de conditionnalité pour la finance verte, et également, ce qui est important, c'est que ça peut permettre de mettre en place des politiques de négociation entre acteurs qui sont, c'est forcément déséquilibré parce que les acteurs économiques sont beaucoup plus puissants que les acteurs en charge de la protection de la nature, mais par une métrique qui s'impose à tout le monde et qui permet de savoir quels doivent être les coûts réels de la compensation. Et donc, à terme, on peut s'orienter on peut imaginer des bourses ou des banques de compensation écologique basées sur une véritable comptabilité. Voilà, je m'excuse d'avoir été trop long. Je vous remercie infiniment. Je vais m'arrêter là. Non, quelque part, c'est normal qu'il y ait autant de bagages à assimiler parce que, comme je l'évoquais avec vous en aparté au début, on rencontre très très peu souvent ce discours et donc vous avez à faire le chemin pour un public comme le nôtre qui est béotien par rapport à l'ensemble du système. C'est un système global hein, que vous présentez.